Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà. Il y a à peu près 40 ans, Alain Peyrefitte a écrit un livre dont une phrase devenue très célèbre, c'est « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Durant 40 ans, la Chine a passé d'un pays en voie de développement à deuxième puissance économique du monde. Et aujourd'hui, la Chine est sur la ligne d'un nouveau départ historique. C'est ce qu'annonce le président chinois Xi Jinping lors du G20 à Hangzhou, en Chine, il y a tout juste 2 semaines. Plus précisément, c'est à B20, devant la communauté des affaires internationales, qu'il a prononcé cette phrase. Un nouveau départ historique pour la Chine. Ceci dit, la Chine veut passer d'un atelier du monde à un pays d'innovation. Le gouvernement chinois a même fait un plan de 10 ans qui s'appelle Made in China 2025. Alors de quoi il s'agit? Et 10 ans après, est-ce que le monde devait-il trembler de nouveau? Peut-être de peur, de l'inquiétude ou tout simplement de joie? Voilà, c'est ce que je vais demander à mes 2 invités. Ding Yifan d'abord, économiste et politologue que vous connaissez très bien, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier est Le paradoxe de la démocratie. Merci d'être venu. Et puis, monsieur le PDG, président directeur général de Valeo, Pékin, Valeo Chine, et monsieur Édouard de Piré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci. Voilà, avant de vous faire partager vos points de vue sur un pays d'innovation dans le futur, on va regarder d'abord ce reportage. Le Premier ministre Li Keqiang a ratifié Made in China 2025, publié par le Conseil des affaires d'État, qui définit la stratégie du développement global du pays pour devenir une grande nation de production. Il s'agit du premier plan de 10 ans de cette stratégie nationale. Made in China 2025 mentionne que 3 grandes étapes permettront de réaliser cet objectif. La première consiste à entrer dans la liste des grands pays manufacturiers d'ici 2025. La deuxième est que l'ensemble du secteur manufacturier chinois se classe en milieu de peloton des grands producteurs mondiaux. Enfin, la troisième étape, d'ici les 100 ans de la République populaire de Chine, la place de grande nation productrice sera alors bien ancrée, et l'ensemble de son industrie manufacturière la placeront parmi les premières du monde. Made in China 2025 a été conçu par une centaine d'académiciens et d'experts. L'effort du pays permettra de réaliser 3 grands changements. Passer de fabriquer en Chine à conçu en Chine. D'une production rapide à une production de qualité. De produits chinois à de grandes marques chinoises, pour que la Chine réalise vraiment son industrialisation d'ici 2025 et entre parmi les grandes puissances industrielles. Bon, ma première question est à Ding Yifan. Alors, qu'est-ce que c'est Made in China 2025? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce plan? C'est un grand projet de développement industriel en Chine, que le gouvernement chinois s'est doté. En fait, tous les 5 ans, il y a un plan de développement économique en Chine, un quinquennal, etc. Et maintenant, c'est forcé 10 ans. Et périodiquement, nous allons aussi un développement industriel, quelquefois de 10 ans ou de 20 ans. Et ce genre de plan est aussi visible dans d'autres pays, comme en Allemagne. Ils ont aussi un plan de développement, ce qu'on appelle le plan de développement industriel 4.0. Et la Chine, pour répondre à ce genre d'initiative, le gouvernement chinois avait lancé une initiative, aussi un plan de développement industriel qui est appelé Made in China 2025. Le gouvernement a fixé toute une série de secteurs dans lesquels les industriels chinois sont encouragés à y investir. Il y a toutes sortes d'initiatives du gouvernement chinois, mais il y a aussi
l'initiative chinoise d'encourager les entreprises à prendre leur propre initiative, à investir, à lancer des projets, etc. Le gouvernement chinois est prêt à contribuer un peu financièrement à ce genre de projet de développement. Et Monsieur Dupéret, vous êtes industriel, vous travaillez dans le domaine très important, c'est la voiture. Hein, alors, comment sentez-vous ce plan, cette restructuration de l'économie chinoise? Effectivement, je travaille pour Valeo, qui est un équipementier automobile, qui travaille en Chine depuis plus de 20 ans, et qui travaille pour l'ensemble des constructeurs automobiles, que ce soit les marques étrangères, mais aussi les marques chinoises. Aujourd'hui, 40% de nos prises de commandes sont avec les marques chinoises. Déjà 40%. Déjà 40% de nos prises de commandes sont les marques chinoises. Et c'est là, je crois, un premier point, un point de départ du grand changement dont vous avez parlé. C'est la montée en gamme, la force des clients chinois, des constructeurs chinois en Chine pour commencer et probablement ailleurs demain. Quand vous voyez une entreprise comme Great Wall, comme Geely, qui sont des entreprises qui croissent extrêmement vite avec une qualité de produits de très haut niveau, je crois vraiment que nous sommes déjà rentrés dans une ère différente. Et l'autre point qui me paraît très important, c'est qu'autrefois, la Chine était le plus grand marché, le marché qui croissait le plus vite dans le monde, mais aujourd'hui c'est aussi un marché d'innovation. Aujourd'hui nous avons chez Valeo 2300 personnes qui travaillent pour des projets de recherche et développement en Chine, dont le principal objectif est la Chine justement, puisque le marché est très grand. Et Geely, par exemple, le marque Geely, est-ce qu'il est connu en France? Apparemment, il est très peu connu dans le monde. Hein. Son marché est essentiellement en Chine. Effectivement, son marché est essentiellement en Chine, mais le marché chinois, c'est 25%, c'est un quart du marché mondial. Donc déjà, focalisons-nous sur ce qu'ils font bien, mais pensez à Hyundai, le grand constructeur coréen, il y a une quinzaine d'années. Il était concurrent des voitures de deuxième main, des voitures d'occasion aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le 5e constructeur mondial. Geely, Great Wall, de la même manière, commence à exporter en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. On va voir ce qui se passe dans les prochaines années. Donc c'est un nouveau départ historique. C'est quand même un plan très ambitieux. Oui. Est-ce que devant les concurrents comme l'Allemagne, comme la France, comme les États-Unis, le Japon, il ne faut pas oublier, et Corée du Sud, est-ce que la Chine peut vraiment percer, peut vraiment, comment dirais-je, ouvrir une nouvelle voie d'innovation? Je ne sais pas, parce que la Chine est quelqu'un qui se rattrape, qui a du retard du développement économique, du développement technologique, etc. La Chine commence par se rattraper. Et depuis un certain temps, la Chine est devenue un grand pays qui investit dans la recherche et le développement. En termes d'investissement dans la recherche et le développement, la Chine est juste le 2e pays dans le monde, derrière les États-Unis. Mais si on regarde un peu la courbe de développement, la tendance de développement, en fait, la Chine est en train de se rattraper et probablement en 2020, la Chine gagnera probablement la première place en termes d'investissement et de développement. Du point de vue brevet, par exemple, déposer... en termes de dépôt de brevet, etc., la Chine est le premier pays l'année dernière. En termes de brevets. Donc il faut voir ça parce que ça va de pair avec l'investissement dans la recherche et le développement. Plus vous investissez dans la recherche et le développement, plus vous avez la chance d'avoir les brevets, bien sûr. Et c'est pour ça que ça va très très vite, ça va beaucoup plus vite qu'on imagine. Si je peux me permettre, moi je pense qu'on est même déjà dépassé le côté de rattrapage. Si vous regardez par exemple WeChat,
M. Zuckerberg a dit qu'il a copié WeChat pour ses nouvelles applications sur Facebook. Donc, clairement, la Chine est en avance sur certains points. Huawei a aussi une connaissance. Le numéro 1 mondial des drones, c'est Dajiang DJI, qui est aussi... Que les Chinois connaissent très peu, en fait. Finalement, mais qui est en fait une très grande entreprise, le numéro 1 mondial du secteur. Et dans l'automobile, pour revenir à Valeo, parce que chez nous, la technologie, c'est notre avenir. Nous développons, nous dépensons plus de 10% de notre chiffre d'affaires en recherche pour développer de nouvelles technologies. Vous savez que dans l'automobile, l'avenir, c'est la voiture autonome, c'est la voiture électrique qui consomme moins, etc. Aujourd'hui, en Chine, la voiture sans chauffeur. Aujourd'hui, il y a une technologie très importante, c'est le 48 volts. C'est une manière de faire une voiture hybride, pas très chère et facile. Quel est le premier marché où cette technologie va se développer? C'est la Chine. C'est la Chine. C'est aujourd'hui en Chine que nous développons cette technologie, avec les constructeurs chinois principalement, et c'est ici que nous aurons nos premières applications. Donc il me semble qu'on est même au-delà du rattrapage. Déjà dans certains domaines, dont l'automobile, nous sommes d'abord en Chine. Et nous qui investissons tant dans l'innovation chez Valeo, nous investissons aussi en Chine parce que la Chine, c'est là où ça se passe. De notre point de vue. Mais on entend toujours, depuis très longtemps, et toujours continue, que la Chine copie, la Chine vole, la Chine... Et on se rappelle même, il y avait une malheureuse stagiaire chinoise, Lily, qui était il y a 10 ans, je crois, accusée d'espionnage, etc. Est-ce que la Chine, de ce plan de passer un pays d'atelier du monde à un pays d'innovation, peut changer l'opinion publique pour faire connaître que l'opinion publique que la Chine peut être un pays d'innovant? J'ai du mal à m'exprimer sur l'opinion publique. Moi, ce que je peux vous dire qu'en tant qu'industriel aujourd'hui, nous faisons confiance à nos ingénieurs chinois pour développer des technologies typiquement principalement pour le marché chinois et après qui s'appliqueront dans le reste du monde. Donc aujourd'hui, je crois vraiment que dans nos centres de recherche et développement en Chine, nous avons des gens du meilleur niveau mondial et qui développent les meilleures technologies mondiales du secteur. Ils sont vraiment innovants, des choses complètement nouvelles. Et je vais vous faire une confidence, je suis extrêmement fier parce qu'il y a 2 ans, nous avions un problème dans une usine au Mexique. Et l'expert mondial pour résoudre le problème était en fait un de nos employés chinois de Nankin qui est allé là-bas. Ah bon? Donc, il a réussi et grâce à lui, nous avons réussi à résoudre nos problèmes et à développer beaucoup mieux notre activité au Mexique. Donc c'est bien pour vous dire que la Chine, c'est pas juste faire du développement applicatif simple local, c'est aussi finalement inventer et vraiment des choses nouvelles, supporter le reste du monde. Bon, j'espère qu'il est bien payé, ces ingénieurs de Nankin. Quand on parle de la France, par exemple, on pense au vin, aux produits de luxe, et aux voitures aussi, parce que tous les Formule 1, les voitures françaises sont très très bonnes. Mais quand on parle de la Chine, qu'est-ce que vous en pensez? Made in China, quelles sont les premières images que vous avez? Je crois que la première image qu'a tout le monde, c'est d'abord un grand marché. C'est le plus grand marché du monde et celui qui croît le plus vite. Ça n'a rien à voir avec le pays d'innovation. C'est la première impression qu'on a. Mais dès qu'on rentre, dès qu'on vit ici, on travaille avec les gens, on se rend compte justement de cette soif d'innovation. Moi, je suis fasciné par la capacité des clients chinois, que ce soit des clients de téléphones mobiles ou des clients d'automobiles, de voitures, l'ouverture à l'innovation, l'intérêt pour les choses nouvelles, pour essayer quelque chose de nouveau, pour finalement rentrer dans quelque chose de nouveau. Et je crois que c'est cet attrait d'innovation du consommateur qui fait que les entreprises finalement ont intérêt à inventer de nouvelles choses et à pousser de nouvelles choses. Et tout ce consommateur qui va pousser l'innovation est aussi nos employés. Je veux dire, c'est aussi les gens qui vont penser ces nouvelles choses et qui ont en fait plein d'idées et qui ont envie de développer. Et moi, je crois qu'il y a cette fierté dans nos employés de Valeo en Chine que de faire bien, que de faire mieux, que de développer quelque chose par eux-mêmes. Et ça fait qu'on est particulièrement innovant aussi en Chine grâce à cet état d'esprit, j'allais dire. Et Ting Yifan, quand la Chine investit à l'étranger, quand on accueille justement les industriels étrangers pour investir dans notre pays, on disait toujours il y a un choc culturel. C'est-à-dire, durant les deux, peut-être on a deux façons
de pensée, de façon de vivre, etc., très différents. Est-ce que ceci a une conséquence négative sur ce plan Made in China 2020? Bon, je pense qu'au départ, il doit y avoir un peu de barrage ou de choc culturel. Quand on va dans un autre pays, ou quand on vit pour la première fois, etc. Oui, mais et les hommes s'adaptent. Je pense que tous les hommes s'adaptent. Et les grandes sociétés chinoises commencent à s'implanter partout dans le monde. Donc les employés, les gestionnaires de ces entreprises, forcément, sont obligés de s'adapter aux conditions locales. Donc je pense que de plus en plus, les gestionnaires, surtout des grandes entreprises multinationales, sont adaptables. Ils sont facilement adaptés à toutes ces conditions du monde. Donc le choc culturel n'est plus aussi important que par le passé. Donc c'est le mouvement de la mondialisation. Donc les Chinois commencent à manger des fromages et les Français commencent à manger des tofu. Oui, oui, oui. Regardez bien dans les restaurants chinois, il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui sont, à mon sens, introduits de la cuisine occidentale, surtout de la cuisine française. Et vous, Monsieur de Pirey, qu'en pensez-vous, cette différence de façon de vivre? Est-ce qu'il y aura une conséquence sur le plan d'innovation? Moi, je crois qu'effectivement, le choc culturel, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, quand Valeo est arrivé en Chine, était extrêmement fort. Surtout qu'il y a 20 ans, on n'était pas dans la Chine d'aujourd'hui, qui est assez internationale, qui est très développée. Mais la clé de notre développement, ce qui a fait qu'on a pu bien fonctionner en Chine, pour éviter ce choc culturel, justement, c'est ce qu'appelle notre directeur général, Jacques Aschenbroich, être chinois en Chine. Il dit, nous sommes français en France, allemands en Allemagne, japonais au Japon, mais aussi chinois en Chine. Ça veut dire donner la responsabilité de nos activités à nos employés chinois. C'est eux qui savent gérer le mieux les équipes, c'est eux qui savent le mieux parler avec les clients et finalement vendre les produits. C'est eux qui savent le mieux interfacer avec les communautés qui sont autour d'eux. Et je crois vraiment donner la responsabilité aux Chinois en Chine pour ce qui concerne Valeo ou pour une entreprise chinoise qui irait partout dans le monde, agir vraiment localement comme les locaux, être romain à Rome, c'est vraiment la clé pour pouvoir se développer. La Chine est un marché très spécifique. On l'a dit, dans notre métier, c'est un quart du monde, donc c'est un marché en tant que tel. Il y a de quoi faire des innovations pour la Chine, il y a de quoi vraiment développer des produits justes et des solutions pour la Chine. Et c'est ce qu'il faut absolument faire. Et dans l'autre sens, c'est probablement ce que les entreprises étrangères devront faire quand elles viendront dans les autres pays. Il y a toujours une question personnelle, c'est comme la Chine a toujours une famille de 3 ou 5 personnes, la politique de l'enfant unique, Valeo n'a jamais pensé de faire une voiture de 3 places? C'est une bonne question. Nous ne faisons pas les voitures, nous faisons des systèmes pour les voitures. Maintenant, justement, vous m'invitez à aller justement sur l'avenir de la voiture en Chine. Aujourd'hui, vous avez une transformation extrêmement forte sur l'industrie automobile dans le monde, mais je crois notamment tirée par la Chine. C'est le passage pour une part du marché, de la voiture qui est détenue par quelqu'un. Vous achetez une voiture, c'est votre propriété, vous la garez chez vous, vous utilisez un service. Vous utilisez Didi, vous utilisez un service différent. Finalement, vous n'êtes pas propriétaire de la voiture. Est-ce que même cette voiture, demain, sera totalement autonome? Est-ce que ce sera un robot pour aller depuis l'aéroport jusqu'au centre de Pékin, par exemple, un trajet standard, voire un trajet très particulier pour vous, ce sera un robot. Tout ça change totalement l'environnement. Et à ce moment-là, vous aurez besoin, à la limite, d'une voiture avec une seule place, une voiture autonome qui vous prend tout seul à l'aéroport quand vous arrivez à Wuhan, par exemple, ou bien d'une voiture de 7 places parce que vous irez avec un chauffeur et 2 enfants depuis 3 ans, plus les parents et des grands-parents pour aller en Laotia, pour aller un peu loin ou quelque chose où une voiture autonome ne pourra pas aller. Donc, en fait, c'est une diversité énorme qu'il va falloir développer. Et c'est l'enjeu dans l'industrie automobile des fournisseurs que d'avoir les bonnes technologies qui puissent s'adapter à tout le monde. Parce que nous investissons beaucoup dans l'innovation. Il faut trouver les bonnes innovations pour la Chine et les bonnes innovations pour tout type de véhicule. Et Téphane, tout à l'heure, c'est-à-dire, M. de Pirey très bien décrit
le besoin d'innovation sur le marché automobile, par exemple, en Chine. Et d'autres plans, je voudrais poser cette question, c'est que vous avez dit, hein, l'innovation, il faut demander l'investissement, il faut demander plus de recherche, il faut demander l'éducation pour former plus d'ingénieurs. Oui. Quelles sont les autres mesures à prendre pour que la Chine puisse réaliser de passer d'un atelier du monde à un pays d'innovation? En fait, comme Ray a bien indiqué, la Chine est une économie très ouverte. Et les entreprises chinoises, surtout les grandes entreprises chinoises, sont devenues très ouvertes aussi. Et il faudrait que les entreprises chinoises apprennent à employer des cerveaux du monde, pas seulement à s'appuyer sur l'ingéniosité des ingénieurs chinois. Et je pense que Huawei est un exemple typique. Huawei a implanté des centres de recherche et de développement partout dans le monde, en Europe, en France. Huawei a créé déjà 2 centres de recherche et de développement, une près de Paris, à Boulogne, pour un institut de recherche mathématique, pour utiliser une vingtaine de mathématiciens français pour développer je ne sais quelle technologie de l'avenir. Et un autre centre de recherche sur la Côte d'Azur, entre Cannes et Croix, pour développer le design. Les apparences des objets industriels, etc. Parce que les artistes français ou les artisans français ont de grands talents dans ce domaine-là. Et Huawei n'est pas la seule société chinoise qui fait ce genre de choses. Il y a beaucoup, de plus en plus. Valeo a dit que Valeo utilise des ingénieurs chinois sur place, etc. Mais des entreprises chinoises emploient de plus en plus d'ingénieurs étrangers en Chine, à Shenzhen par exemple. Des entreprises ont des ingénieurs de tous les pays pratiquement. Et ça aussi. Ça peut élever très rapidement le niveau de technologie chinoise et ça peut permettre aux entreprises chinoises de s'adapter vite à l'avancement de nouvelles technologies dans l'avenir. Et Huawei, apparemment, non seulement sur le plan technologique, il a inventé beaucoup de choses, mais sur cette structure de l'entreprise, il est très spécifique aussi. Il n'est pas coté aux bourses. C'est le seul qui grand industriel qui n'est pas coté aux bourses. Oui, Huawei ne manque pas d'argent parce que lorsque Huawei a besoin de l'argent, elle lance un emprunt au sein même des employés, etc. Les employés de Huawei sont actionnaires de Huawei. Voilà, l'entreprise est possédée par ses employés. Oui, et ça, ils ont suffisamment. En fait, Huawei distribue tous les ans suffisamment de dividendes aux employés pour attirer l'investissement de l'avenir. Parce que lorsque chaque fois Huawei a décidé de lancer un emprunt, de lancer des nouvelles actions, il y a suffisamment d'acheteurs. Et Monsieur de Pirey, il me paraît que vous venez de participer à un débat à Shanghai. Et dans votre discours, vous avez dit que la Chine est innovante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous dites la Chine est innovante? Vous avez déjà expliqué tout à l'heure un tout petit peu sur certains domaines, mais globalement, dans le monde entier, les gens pensent encore que la Chine est encore un atelier du monde. Comment vous avez déjà une avance de vision sur la Chine que les autres? Écoutez, déjà, je pense que le fait d'habiter sur place vous aide à comprendre ce qui se passe. Ça fait 4 ans et demi que j'habite effectivement à Shanghai. Et j'ai la chance de voyager un peu partout en Chine. Et surtout, vous parlez chinois. En Chine. Vous pouvez échanger directement avec les Chinois. Tout à fait. Et surtout, ça vous aide à comprendre finalement comment les gens interagissent. Ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'ouverture du client chinois sur les nouveautés, sur les choses complètement différentes. La capacité des consommateurs chinois à accepter une voiture autonome est bien supérieure à celle des clients allemands ou américains.
Donc l'envie crée le besoin d'innovation. Oui, et aussi, les entreprises investissent des choses complètement nouvelles. Quand on pense à Tencent ou, aux 3 BAT, Alibaba est aussi... Et vous utilisez aussi, par exemple, Alibaba Pay? Pour être très franc, je ne connais personne qui ne l'utilise pas en Chine. Tout le monde l'utilise tous les jours. Même les étrangers comme vous? À ma connaissance, oui. Alors après, effectivement, Taobao, c'est plus difficile quand c'est uniquement en mandarin, mais il faut y rentrer et vous découvrez un monde qui est complètement différent et qui est finalement qui est ce que vivent les gens tous les jours en Chine. Et c'est quand on ressent ça tous les jours qu'on sent la soif d'innovation, la soif de nouveauté, l'intérêt pour les nouveautés. Et ce qui me fait dire aussi que la Chine est très innovante, c'est non seulement de voir les services qui sont proposés, mais c'est aussi tout ce qui est aujourd'hui dans les laboratoires de recherche. Vous parliez, Monsieur Ding, tout à l'heure de la qualité des universités chinoises. Je ne fais que aller dans votre sens en disant que les relations que nous avons nouées depuis 20 ans avec les universités chinoises, notamment Shanghai Jiao Tong ou encore l'université de Wuhan, sont des relations extrêmement fortes qui vont aussi bien dans les domaines de la recherche que dans les domaines de l'éducation ou le recrutement, évidemment, de personnes. Et pour la France, tout le monde sait maintenant que la France a peur de la mondialisation. La France, surtout la classe moyenne, disant que la mondialisation a donné beaucoup de mal à la France. Est-ce que ce plan Made in China 2025, pardon, fait peur aux Français? Bien, c'est une grande opportunité pour vous, pour nous, de coopérer. J'ai du mal à parler pour la fameuse classe moyenne que vous citez. En revanche, je peux vous dire que pour notre entreprise, pour Valeo, c'est une opportunité extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, je parlais de la technologie 48 volts, qui est la fameuse l'hybride pas cher, qui est très adaptée au marché chinois. Au départ, c'est une technologie développée en France, que nous avions développé avec Peugeot SA, d'ailleurs avec PSA. Nous avions développé un système qui c'était le Start-Stop, qui partait d'un alternateur intelligent. Et ça s'est développé. Et finalement, la nouvelle application que nous développons en Chine, elle est basée sur ce qu'on avait fait en France, sur une technologie électronique très spécifique que nous avons développée spécifiquement en France et que nous allons produire demain et optimiser ensuite à Shenzhen. Donc c'est une opportunité aussi, je crois, pour nos centres de recherche en France que de trouver d'autres débouchés pour leur technologie qui se développe en Chine. Donc c'est une opportunité extraordinaire, je crois aussi, pour l'écosystème français que de pouvoir travailler aussi pour les entreprises chinoises, pour le marché chinois demain. De la même manière que nos ingénieurs en Chine, évidemment, sont fiers de ce qu'ils font et veulent montrer qu'ils sont aussi capables de développer des technologies mondiales. Voilà, je crois que c'est la fin de notre émission. Donc, Made in China 2025, c'est une énorme opportunité pour vous, pour nous, pour tout le monde. C'est une très bonne chose pour l'économie mondiale. En fait, l'économie mondiale manque de stimulation, d'une espèce de force d'entraînement. Alors, je pense que la Chine est en train de donner une nouvelle piste, parce qu'on ne peut pas compter que sur la politique monétaire ou la politique fiscale pour tirer l'économie mondiale de cette stagnation, de cette récession languissante, en quelque sorte. Voilà, on doit accueillir bras ouverts ce plan de Made in China 2025. Je crois que c'est très clair et très net. Merci beaucoup pour vos optimismes et surtout vos analyses qui donnent un espoir, je pense, à l'industrie mondiale. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine. De 10 ans de cette stratégie nationale. Made in China 2025
mentionne que 3 grandes étapes permettront de réaliser cet objectif. La première consiste à entrer dans la liste des grands pays manufacturiers d'ici 2025. La deuxième est que l'ensemble du secteur manufacturier chinois se classe en milieu de peloton des grands producteurs mondiaux. Enfin, la troisième étape, d'ici les 100 ans de la République populaire de Chine, la place de grande nation productrice sera alors bien ancrée, et l'ensemble de son industrie manufacturière la placeront parmi les premières du monde. Made in China 2025 a été conçu par une centaine d'académiciens et d'experts. L'effort du pays permettra de réaliser 3 grands changements. Passer de fabriquer en Chine à conçu en Chine. D'une production rapide à une production de qualité. Lors du G20 à Hangzhou, en Chine, il y a tout juste 2 semaines. Plus précisément, c'est à B20, devant la communauté des affaires internationales, qu'il a prononcé cette phrase. Un nouveau départ historique pour la Chine. Ceci dit, la Chine veut passer d'un atelier du monde à un pays d'innovation. Le gouvernement chinois a même fait un plan de 10 ans qui s'appelle Made in China 2025. Alors de quoi il s'agit? Et 10 ans après, est-ce que le monde devait-il trembler de nouveau? Peut-être de peur, de l'inquiétude ou tout simplement de joie? Voilà, c'est ce que je vais demander à mes 2 invités. Ding Yifan d'abord, économiste et politologue que vous connaissez très bien, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier est Le paradoxe de la démocratie. Merci d'être venu. Et puis, monsieur le PDG, président directeur général de Valeo, Pékin, Valeo Chine, et monsieur Édouard de Piré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci. Voilà, avant de vous faire partager vos points de vue sur un pays d'innovation dans le futur, on va regarder d'abord ce reportage. Le Premier ministre Li Keqiang a ratifié Made in China 2025, publié par le Conseil des affaires d'État, qui définit la stratégie du développement global du pays pour devenir une grande nation de production. Il s'agit du premier plan de produits chinois à de grandes marques chinoises, pour que la Chine réalise vraiment son industrialisation d'ici 2025 et entre parmi les grandes puissances industrielles. Bon, ma première question est à Ding Yifan. Alors, qu'est-ce que c'est Made in China 2025? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce plan? C'est un grand projet de développement industriel en Chine, que le gouvernement chinois s'est doté. En fait, tous les 5 ans, il y a un plan de développement économique en Chine, un quinquennal, etc. Et maintenant, c'est facile. Et périodiquement, nous allons aussi un développement industriel, quelquefois de 10 ans ou de 20 ans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà. Il y a à peu près 40 ans, Alain Peyrefitte a écrit un livre dont une phrase devenue très célèbre, c'est « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Durant 40 ans, la Chine a passé d'un pays en voie de développement à 2e puissance économique du monde. Et aujourd'hui, la Chine est sur la ligne d'un nouveau départ historique. C'est ce qu'annonce le président chinois Xi Jinping